Tu voulais pas dire? Tu as une position depuis 2 années. Bienvenue à tous. Donc, ce matin, nous sommes réunis. Quelle surprise, donc, nous sommes là ce matin, en fait, dans le cadre d'une réunion intercommission, concernant toutes les commissions de l'association. Donc, c'est une demande, ça veut dire une demande de certain nombre d'adhérents dans l'association. Donc, pour essayer un petit peu de recentrer nos actions et aussi d'avoir un peu des objectifs communs pour avancer au niveau de l'association. Donc, ce matin, nous allons commencer avec le propos de M. Nérillon sur l'environnement de la population populaire et des axes stratégiques du CORICA. Ensuite, on donnera la parole aux commissions qui viendront se présenter, ainsi que leur projet. Et ensuite, on aura un échange avec les différents membres. Et ensuite, après, un échange direct avec les commissions. Voilà pour le niveau de ce matin. On va commencer par le président. Bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je vais essayer d'être assez bref, mais essayer surtout de préciser un certain nombre de choses qui nous paraissent essentielles à définir. Alors, je suis le président de l'association CORICA Contact Recherche Caraïbes. Johnny Désir est un membre du conseil d'administration. Dominique Hubert, ici présente, est l'une des vice-présidentes. La deuxième, Sarah, nous s'excuse puisque pour des raisons professionnelles, elle est hors de la Guadeloupe en ce moment. Catherine Silla, notre secrétaire, responsable de la commission solidarité, Sabrina, secrétaire adjointe, Josiane Dulon, qui est la trésorière, secrétaire d'Espa, et Rélie Jarot, qui est la trésorière adjointe, Annie-Étienne, membre très active du conseil d'administration. Je dois excuser aussi Alain Andrea, qui a dû partir de façon extrêmement urgente sur la désirade ce matin et qui ne peut être des nôtres. Et j'ai reçu aussi les excuses de notre ami René Dabo qui se trouve actuellement à la prison. Rassurez-vous, rassurez-vous. Il n'a commis aucun délit. Bon. Voilà donc un peu cette présentation et aussi Josette Veilleux qui est responsable de la commission culture, études et recherche. Son adjointe. Josette Bis, Josette Tour, Josette Alors, très rapidement, pour présenter la réunion, les objectifs que nous sommes assignés sont de 3 ordres. Je lis les assignés. D'abord, c'est évidemment renforcer le lien chacun sur les messes, mais surtout partager des projets, et on va y revenir tout à l'heure sur les projets qui vont être déclinés dans le cadre de l'année qui arrive, l'année 2019, et avoir par conséquent une vision unifiée du fonctionnement de l'association. Deux mots rapidement sur notre organisation. Alors, je précise que, comme vous l'avez compris, l'association est dirigée
CIG animé par un conseil d'administration de 11 membres. Ce conseil d'administration se réunit régulièrement. En dessous du conseil d'administration, nous avons 3 commissions. Alors, je donne les commissions parce qu'il est important pour vous les connaissiez. Il y a la commission donc, culture, études et recherche qui travaille sur des éléments de patrimoine, sur le lien avec les communautés vivant en Guadeloupe et qui, par conséquent, a une vie assez remplie. Deuxième commission, c'est la commission coopération et échange. Alors la commission, on la tienne, culture, études et recherche est animée par Josette et Josette. Donc elle fonctionne assez régulièrement. La deuxième commission, c'est la commission coopération et échange. Commission qui est animée principalement par Dominique Hubert, ici, et qui est avec, bien évidemment, sur les échanges et les voyages en particulier, l'autre Dominique, en général, c'est deux Dominique qui s'occupe de tout ce qui est voyage à l'intérieur de cette commission. Donc, commission coopération et échange. Alors, l'objectif, bien évidemment, c'est de développer des liens, de mener des projets de coopération, d'organiser les échanges, les séjours, etc. C'est la finalité de la dite commission. Troisième commission que nous avons, c'est bien évidemment la commission solidarité. Alors, commission solidarité, c'est Catherine qui pilote cette commission, qui a en général fait connaître le provocateur, puisque bon, à l'occasion d'événements pas toujours heureux, n'est-ce pas, c'est elle qui participe à la mobilisation, elle reviendra tout à l'heure dans la présentation. C'est une commission, elle aussi, très active. Alors, le problème des commissions, c'est qu'effectivement, comme dans toute association, il y a une élasticité extraordinaire. Il y a des moments lorsque ça bouge, il y a de gens, période calme, et où il n'y a pas énormément d'activité, ça a tendance un peu à se reposer. Mais heureusement, nous avons quelques piliers sous lesquels maintenir qui font le bien et qui permettent que les choses perdurent. À côté de ces commissions, nous avons des groupes de travail qui sont constitués sur des objectifs précis. Il y a un premier groupe de travail qui est un groupe de travail sur la communication qui est animé par Sabrina Trésor. Qui anime ce groupe sur la communication, elle va revenir là-dessus. Alors, il y a un deuxième groupe de travail, mais dont on peut dire la mission est quasiment achevée. C'est le groupe de travail RRMA, Réseau Régional Multi-Acteurs. J'y reviendrai. Cette commission a mené à son terme un projet sur lequel je vais dire des mots tout à l'heure. Voilà donc un peu le fonctionnement normal de l'association, dont le siège se situe non pas ici au lycée Carnot, mais à la Maison de la Citoyenneté, 16 rue Commandant Montenol à Pointe-à-Pitre. Voilà donc pour ce deuxième point qui est le point présentation donc, de l'organisation générale, pour que vous sachiez très bien comment ça fonctionne. Alors, les orientations, troisième point sur lequel je vais développer. Les orientations du CORECA, il faut les préciser et ça va nous aider à comprendre le débat. Notre association qui a été créée en 1991 a été créée sur des objectifs qui sont inscrits dans les statuts, à savoir développer les échanges avec la région Caraïbe. Et au fil du temps, nous avons précisé et défini ces orientations, d'abord en indiquant que nous sommes une association de coopération, et quoi, pour que ça soit très clair, très précis, c'est-à-dire
l'objectif premier, fondamental, c'est la coopération. Donc on est une association de coopération. Deuxièmement, nous avons précisé le contenu de la coopération. La coopération telle que nous la voyons, nous l'avons appelée, et ceci dès 1993, on écrit en 92, en 93, on affirmait qu'on se plaçait sur le terrain de la coopération populaire. Ça veut dire que bon, les échanges que nous faisons, ils sont au niveau de la société civile, entre des associations, entre les populations, l'objectif étant non pas de se substituer aux institutions qui, elles, font le boulot, mais d'avoir un champ qui est particulier, qui est le nôtre, qui est celui de la société civile. Et c'est pourquoi d'ailleurs les jumelages que nous avons faits, les relations régulières que nous avons, ce sont avec des structures locales, des structures un peu de la société civile dans les différents pays. Et à ce titre, je dois préciser, nous avons un certain nombre de jumelages avec des associations de Saint-Lucie, d'Haïti, de la Dominique. En plus, nous avons des correspondants dans un certain nombre de pays, alors aussi bien à Trinidad, en Jamaïque, à Puerto Rico, mais nous avons aussi des correspondants aux États-Unis, dans un certain nombre de pays, ce qui fait que bon, on a ainsi un réseau, et c'était l'objectif de construire et de constituer ce réseau régional. Alors, cette coopération populaire nous a amené progressivement à nous interroger sur la coopération. Et là, j'en viens au RRMA, c'est-à-dire Réseau Régional Multi-Acteurs. C'est une opportunité que nous avons saisie à la visite d'une mission du ministère des Affaires étrangères qui souhaitait qu'on puisse créer un réseau à l'instar de ce qui existe en France dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régions, où on met ensemble les acteurs de la coopération et où ils peuvent par conséquent partager leurs expériences. Alors, on a fait ressortir les particularités qui étaient les nôtres ici, lesquelles ont été acceptées, et dès lors, on a mis en place une équipe de travail qui a contribué à élaborer ce projet, qui a abouti le 5 octobre dernier à la médiathèque Paul Mado et qui a pris le nom de Caribe Horizon. Caribe Horizon, c'est aujourd'hui le réseau des acteurs de la coopération en Guadeloupe. Ce réseau des acteurs de la coopération rassemble donc pour l'instant environ une cinquantaine de structures associatives, parapubliques, publiques, lesquelles ont décidé de se mettre ensemble et de partager leurs expériences, de conduire un certain nombre d'actions et d'activités. La présidente du réseau, c'est Nadège Saha, qui travaille à l'association Reprise, mais qui est aussi responsable de l'association Leader Jeunes, je crois. C'est une association qui développe les relations avec la Caraïbe. La secrétaire du réseau s'appelle Eliane Poirier. Hélène Poirier, qui a monté un projet précisément de tourisme caribéen et notamment elle organise pour la première fois cette année une croisière sur la thématique du carnaval et en passant de pays en pays. Donc c'est Eliane, donc notre secrétaire du réseau. Et le trésorier du réseau s'appelle Axel Gravat, qui travaille au CAUE, membre du réseau, et donc qui travaille sur tout ce qui concerne les relations dans les problématiques de fonctionnement. Alors voilà pour ce qui est de Caribe Horizon. Le texte est marqué par un certain nombre d'éléments. Le premier, qui est indéniable et contestable, c'est qu'aujourd'hui la question de la coopération est une question centrale. Elle est centrale parce que à tous les niveaux, au niveau de l'Europe, au niveau de l'État, au niveau des collectivités, tout le monde ressent qu'on ne peut pas rester dans cette situation d'éloignement par rapport à l'environnement naturel. Et deuxièmement, que les limites ont été atteintes en ce qui concerne un peu les flux nord-sud et qu'il est important de mettre en place des stratégies qui soient beaucoup plus orientées vers
contexte. Mais quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que déjà il y a des choses qui se font. Il y a bien quelques velléités, mais ça avance petit à petit. Deuxième élément de contexte qu'il est important de noter, c'est que actuellement la Guadeloupe est dans une phase un peu intermédiaire, puisque logiquement ce mois-ci, au mois de décembre, la région doit pouvoir signer l'adhésion de la Guadeloupe à l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est, l'OICS. Cette adhésion va nous faire participer à un organisme qui fédère tous les États environnants, depuis Grenade, Saint-Vincent, en passant par la Dominique, Sainte-Lucie, Saint-Davis, etc., qui sont membres de l'OICS, mais la Guadeloupe qui sera en tant que membre associé et non full member parce que le statut politique que nous avons ne nous permet pas aujourd'hui d'être membre à part entière de cet organisme. Ça, c'est le prééminent, c'est le premier élément de contexte qui est important. L'autre élément de contexte, c'est que lorsqu'on fait un bilan de la coopération régionale, force est de constater que aujourd'hui, et je l'ai déjà indiqué, la coopération régionale est principalement portée par la société civile. Alors, ce n'est pas nouveau. On va y revenir éventuellement un jour dans le cadre de formation, on en a parlé. De toujours, ça a été ainsi. Ça a été ainsi au moment de ce qu'on a appelé le commerce interlope. Ça, c'est très vieux. Ça a été ici avec les colporteuses qui partaient et qui allaient faire le commerce intramonnaie. C'était pas organisé, c'était institutionnalisé. Ça a été toujours à la base. C'est comme ça que ça a fonctionné. Et ça l'est aujourd'hui parce que les associations n'attendent pas que l'État, n'attendent pas que la région, n'attendent pas, etc., qui leur donne le plan. Elles se lancent. Et si aujourd'hui nous avons par exemple une forte intégration de nos associations sportives, cela est dû principalement à l'action d'un homme, Jacques Rouillard, et à l'action qu'il a menée, et ceci indépendamment des rencontres institutionnels. Donc cette société civile est importante. Alors, bien sûr, il nous faut avoir un regard néanmoins, et je terminerai par là, sur le contexte général. Nous vivons dans une période charnière. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il ne faut pas cacher dans notre région. Les premiers problèmes, et ça on le retrouve dans les réunions régulières, c'est la question du changement climatique. Vous allez prendre n'importe quelle page de journal de la Caraïbe aujourd'hui, il commence par ça, climate change. C'est la question importante. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des îles, et les îles vont être fortement impactées par la montée des eaux. Et donc, il y a des réponses collectives à apporter à cette question-là. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter, qui est un élément essentiel de contexte. Deuxième élément essentiel de contexte, nous sommes dans une période où, effectivement, on est dans la valorisation de nos patrimoines. Vous savez qu'en 2014, la Guadeloupe a été inscrite à l'UNESCO pour le BOCA, et vous avez certainement appris qu'il y a 2 jours, la Jamaïque a été inscrite pour le reggae et que le Panama a été inscrit pour la musique congo-panaméenne. Donc on est dans ce contexte de valorisation de nos richesses, de notre patrimoine. Et ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Donc d'un côté, danger, c'est vrai, la planète qui bouge, etc. De l'autre côté aussi, il faut dire qu'il y a cette valorisation. J'en parle d'autant plus qu'il faut savoir qu'au mois d'août prochain, nous allons avoir l'édition du Carifesta qui va se tenir à Trinidad. Donc, autant d'éléments à savoir comment valoriser tout ça. Et il faut dire aussi comment il y a des crises. Il y a actuellement la crise de gouvernance en Haïti, qui a commencé depuis quelques temps. Et vous le savez, elle est liée à la corruption, à la question de pétroclarité. On va échanger là-dessus si vous le voulez. C'est une situation de crise. Et en poussant un peu plus loin, on se rend compte que même dans l'océan Indien, à la Réunion aujourd'hui, et c'est pas Martin qui va me démentir, la révolte des gilets jaunes. Ça c'est un polo. Un gilet. En Guadeloupe, nous allons monter un mouvement, c'est les tricots de peau.
voulez, c'est symptomatique de la crise que vivent ces régions ultramarines. Bon, alors, on est dans le prolongement de ce qui s'est passé en Guadeloupe en 2009, de ce qui s'est passé en Guyane en 2017, avec les 500 frères, de ce qui s'est passé à Mayotte en début d'année. On a, si vous voulez, cette espèce de remise en cause de problématiques qui vont. Voilà globalement ce que je voulais dire en introduction pour pouvoir bien montrer le contexte dans lequel nous vivons. Pour tous ces propos instructifs et aussi tous ces rappels, notamment le point important, en fait, si on peut dire ça, c'est le point principal, l'objectif principal en fait, de l'association, donc c'est la procuration. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, en fait, on doit s'orienter vers ce domaine. Voilà. Donc, on va passer la parole aux commissions. On va commencer avec la commission de recherche. Joseph va nous présenter la commission et ainsi les projets en cours de réaliser sur la a pris son essor, je crois, depuis 2002 qu'on a fait la commémoration du bicentenaire de l'abolition de l'esclavage. Et à partir de ce moment-là, on est vraiment rentré dans la recherche puisque nous avons travaillé à cette époque sur le travail transversal sur la Caraïbe qui s'intitulait les combattants de la liberté. Donc nous avons cherché dans toutes les îles de la Caraïbe comment s'était construit cette abolition et les héros de la liberté. Donc c'est ça le premier travail de recherche qui a donné lieu à une exposition. Et je pense, quand je vois comment on fonctionne maintenant, c'était des heures de gloire parce qu'en fait on était nombreux. On parcourait, notre exposition était itinérante. On a eu à être associés par les écoles où on a pu présenter notre exposition. On a fait une grande manifestation avec le Lamentin dans le parc qui a lieu à l'entrée. Nous avons fait beaucoup de choses. Ensuite, nous avons travaillé sur un certain nombre de sujets qui nous paraissaient importants, puisqu'il parce qu'il était important de connaître la Caraïbe. Qu'on se connaisse nous, mais qu'on connaisse la Caraïbe. On a travaillé sur les femmes en politique dans la Caraïbe, les femmes écrivaines de la Caraïbe, et on s'était rendu compte que beaucoup de femmes écrivaines de la Caraïbe étaient des femmes militantes. Nous avons reçu d'ailleurs à ce titre Mel Hodge, qui est un écrivain très connu à Trinidad, Michael Anthony aussi. Nous avons travaillé sur les soupes dans la Caraïbe. Et à cet effet, nous avons réalisé avec les différentes communautés, parce que c'est plus facile de travailler avec les communautés qui sont sur place, puisque même si on a, maintenant avec WhatsApp, ça va être plus facile, mais on a eu beaucoup de difficultés à avoir des éléments pertinents dans nos recherches. C'était vraiment un travail n'est-ce pas, Béa? On a beaucoup ramé, parce qu'en fait, on est en contact avec les chercheurs. Nous ne sommes pas chercheurs, nous faisons de la recherche, nous ne sommes pas chercheurs. Et une parenthèse, nous nous appuyons toujours sur des personnes compétentes. C'est-à-dire quand nous travaillons sur l'histoire, on fait appel aux compétences d'historiens. Quand on travaille sur la sociologie, on fait appel à l'éclairage de sociologues. En fait, on ne travaille pas dans le vide, on met des filets autour, mais sans prétention pour qu'on ne sommes pas. Mais ceci dit, ça nous permet de nous documenter sur nous-mêmes et sur tous ceux qui sont autour de nous et d'apprendre beaucoup de choses. Nous avons travaillé sur les soupes de la Caraïbe. Donc, à cet effet, nous avions organisé une manifestation qui se déroulait, parce qu'il faut aussi qu'on se sente proche chez nous, au musée d'Almosier, voilà, c'était au musée de la tradition. Bon, c'est vrai qu'on avait préparé des soupes d'Haïti, de Guadeloupe, de Saint-Domingue, de Dominique, de Martinique, je sais pas, enfin, de Trinidad, enfin, on avait préparé des soupes, mais le problème, c'est que l'investissement humain qu'on avait fait, et après on avait profité pour faire une visite aussi du lieu. Le problème, c'est la participation, et encore aujourd'hui, la participation des membres. Comment faire pour impliquer les membres à des actions qu'on met en place?
Et c'est ça toute la difficulté qui va peut-être ressortir au niveau de la discussion. Donc nous avons travaillé sur ça, travaillé sur l'histoire, sur les costumes. Alors, nous avons fait un travail de recherche pour l'appeler l'ingé-histoire. On a montré comment était construit cette façon qu'on a de se vêtir en partant de l'esclavage. Même avant, dans les années indiennes, et nous avions fait avec les costumes de la Caraïbe, qui traversent à la fois la Caraïbe anglophone, hispanophone, europhone. Et voilà, il y a un travail de nous avons fait quelques défilés, c'était pour le 10e anniversaire, et nous maintenant déjà, on fait le 30e, ça nous a fait. Alors, l'année dernière, nous avons de trouver des solutions au problème de la citoyenneté chez les jeunes en Guadeloupe. Comment peut-on demander à un jeune de se conduire civilement? Quels sont les outils à mettre en place pour faire ça? Et pour avoir une vision de ce problème, donc nous sommes rapprochés de sociologues, de psychologues, d'historiens, d'anthropologues, et nous avons discuté autour de ce thème. Mais comme dit Josette, c'est la commission. Ça a été très enrichissant pour les membres de la commission, mais on ne sait pas trop comment amener les résultats de ces réflexions aux membres de l'association. Alors, l'idée a germé de faire une table ronde autour du sujet, en réunissant peut-être les différents intervenants au cours de l'année passée. Le projet n'a pas abouti, mais nous espérons quand même arriver à faire une conférence débat sur le sujet. Et nous avons essayé de restituer un peu de ce que nous avons compris de l'histoire en écrivant une petite pièce de théâtre, pas très longue, ce que ça donne dans la vie quotidienne d'une famille guadeloupéenne. Alors nous espérons avoir au mois de oui, c'est-à-dire qu'on avait prévu de la faire pour la des communautés, mais la communauté nous avait annulé notre journée. Donc, ça sera donc ultérieurement, le premier trimestre 2019, nous espérons mettre en place cette conférence débat et on vous présentera notre pièce, puisqu'il y a des membres de la commission qui se sont acharnés à répéter. Je confirme. Donc, la commission est composée de comme membres inscrits. Quand je regarde les inscriptions, comme Josiane a fait allusion, il y a environ une trentaine de personnes qui se sont inscrites à cette commission. Mais il faut reconnaître qu'on fonctionne de manière régulière avec entre 12 et 12 personnes. Par ailleurs, en effet, c'est toujours très très difficile. On a l'impression que les gens s'investissent de manière temporaire, mais dans la durée, la complexe, c'est très difficile. Par contre, on a impliqué, on s'est investi avec la communauté réunionnaise l'année dernière, on a fait la fête CAF, qui est le 20 décembre, qui est la journée de la fête de l'indépendance à La Réunion. Pour nous, c'est une manière de la police. Mais on a du mal après à pérenniser, on a beaucoup travaillé avec l'association Sainte-Lucie, après on a du mal à pérenniser ces contacts et à les rendre, je ne sais pas beaucoup. Ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de la commission et moi qui m'a attiré, c'est qu'il y avait cette volonté de toujours faire une manifestation qui fasse découvrir la culture d'une des autres régions de la Caraïbe. C'est tout bête, hein? À Noël, on prépare un Noël, on décide, cette année on fait un Noël comme à Aruba, on fait un Noël comme à Caracas, on fait un Noël comme à Dominique, donc il faut aller chercher des recettes, il faut les faire. Et ça me semble intéressant. Et comme vous l'a dit, on a fait un Noël réunionnais. Et à ce moment-là, les gens des communautés de ces pays-là, qui sont présents en Guadeloupe, non seulement nous donnent des informations, mais viennent aussi et nous parlent de leur pays. C'est une manière différente, à mon avis, et plus vivante
de découvrir une autre culture, une autre région, que de prendre son week-end. C'est une autre façon. Donc nous avons eu à nous pencher sur la tradition de Noël en Guadeloupe qui est en pleine mutation. Je sais pas, vous avez vu Ding Ding Dong, c'est parti déjà à la radio, on entend toute la journée, les chantées Noël ont commencé et nous nous sommes interrogés sur l'évolution de ce chanté Noël, du Noël vocal pour chanter Noël spectacle. Alors pour ce faire, je vous montrer quelque chose. Monsieur Claude Auton aussi m'a promis de donner aussi quelques réflexions sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a évolué. Noël évolue comme la société de toute façon. Et donc nous convions ce soir-là à venir avec nous. Il y aura un diaporama, des échanges d'expériences. Et j'avais constaté, enfin, j'ai eu à être invitée personnellement à un chanter Noël où j'avais rien compris. Ça se passe aux Abymes, dans une région des Abymes, et j'entendais des chants dans une langue que je ne comprenais pas. Et la présidente de cette association qui s'appelle Patricia François, qui s'appelle la Droite, je crois, qui est responsable de culture, je crois, à l'Ouvertura, nous avait expliqué que c'était des chants qui étaient hérités qui se transmettaient de génération en génération. Eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. C'est pas du créole, c'est pas du français, c'est une langue propre à cette région et c'est une façon qui fait Noël d'une manière très très particulière et rituelle. Donc je l'ai interpellée, elle m'a dit qu'elle va essayer de venir, et la dame qui chante, parce que il y a pratiquement toutes les personnes qui chantent, elles ne sont plus là, je dis mais il faut quand même enregistrer. Et la dame qui chante, je pense qu'elle a un problème de santé, elle m'a dit qu'elle va essayer d'enregistrer pour nous faire partager. C'est une part de notre culture qu'on ne connaît pas. Donc, nous aurons un diaporama, nous aurons des échanges d'expérience et nous aurons un chanté de Noël, c'est-à-dire que bon, partager, je ne sais pas, c'est pas quelque chose de très simple. Hein. Nous attendu à la maison de la citoyenneté à partir de 18h. Donc, le 10 mars, 18h pour ceux qui vont donner. C'est ça. Bon, alors, après, le 10 mars, nous allons proposer une matinée d'échange de réflexion et c'est un samedi, c'est dans le prolongement de la journée internationale des femmes. Effectivement, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais c'est vrai que les femmes, pendant l'esclavage, n'avaient pas le droit de porter des chapeaux, est-ce que vous le savez, elles n'avaient pas le droit de porter des chapeaux. Et on leur imposait de s'attacher la tête par rapport à ne pas faire de l'ombre à la maîtrise. Donc, on va reprendre ce qu'on avait déjà fait, de la tradition de la modernité, avec deux intervenants, M. Théophile et Marie-Hélène Moussel, parce qu'effectivement, plus personne ne s'attache la tête à la tradition. Mais vous avez remarqué que dans l'évolution de notre société, les femmes, et même les très jeunes femmes, s'attachent de plus en plus la tête de manière très élégante. Donc Marie-Hélène va nous donner la partie tout à fait moderne, et nous allons profiter pour mettre au bout du jour cette fameuse recherche que nous avons fait sur l'ingénisme. Donc, si c'est une manifestation qui est plus axée sur la tête des femmes, mais non, si les hommes se joignent à nous après pour la collation qu'on crée, ça c'est une manière de faire Pour préciser que ça sera des ateliers. deux ateliers et ça sera payant. Parce que sur les stations payantes, vous serez informés en temps et longueur. Et pour la collation, atelier payant pour ceux qui vont participer. On avait fait ce stage, on avait fait ça au foyer culturel de la retraite. Une ta soeur qui est là. Et voilà. Donc, après, on a fait comme on s'est demandé comment on se dit qu'il faut trouver des stratégies, des moyens de se rencontrer, autres que sur les conférences, sur des thèmes un peu. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas essayer de remettre en place un rallye? Donc, ce rallye, on propose à la date du 2 juin 2019. Il est déjà clé en main, puisqu'en fait, le chef de projet, c'est Claudie Alto, qui l'a déjà, donc ça sera en grande terre. Et donc, on a le temps de s'en informer. Mais comme aussi, je crois que le dernier rallye qu'on avait fait, c'était en 2004. C'était dans le cadre du
créole. Donc là aussi, on a encore quelques photos. Si vous voulez consulter. J'ai des bons souvenirs des rallyes. Oui, parce qu'elle gagnait toujours Je les gagnais. voyages. J'ai gagné comme ça un fois de voyage. Donc, on n'a pas encore pu trouver une date avec Harry Boussillon, mais qui est tout à fait d'accord. Hein. Comme le sujet de la pièce est vraiment sur la transmission et sur l'éducation, alors le sujet, ça sera que transmettre, comment transmettre et transmettre. Donc le lieu et la date sont à déterminer. Voilà. Alors, Attention, il y a une dernière. on a un dernier groupe de travail avec. Je veux parler de Il y a une dernière diapo. Ah, pardon. Voilà. Alors, nous avions constitué au sein de la commission un groupe de travail pour travailler sur le thème de la décennie des afrodescendants. Et c'est Béa Basile qui est le chef de projet de ce groupe de travail. Nous ne nous sommes pas encore réunis pour préciser le thème de notre travail. On va lancer, on s'est lancé comme ça quelques pistes en se disant est-ce qu'on va travailler sur les femmes politiques de la Caraïbe, est-ce qu'on va parler de la vie quotidienne, c'est-à-dire des coutumes qui nous ressemblent dans les différentes îles de la Caraïbe, d'où elles viennent, parce qu'on se rend compte que quand on va en Europe, on retrouve des choses qui nous apparaissent traditionnelles ici. Donc nous avons comme ça lancé plusieurs pistes, mais nous ne nous sommes pas encore arrêtés. Donc le projet de Béa, si tu veux en parler un petit peu, c'est d'arriver à réaliser quelque chose de concret. En fait, ce que j'aurais souhaité, puisqu'en fait on se rend compte que cette décennie internationale qui nous concerne particulièrement, on n'en fait pas grand-chose. Et je trouvais que c'était une opportunité en tant que Coréen, puisque c'est quand même contact région Caraïbe, de pouvoir définir les choses, mais promouvoir aussi un certain nombre de choses de notre patrimoine commun à la Caraïbe et faire connaître, parce que souvent on connaît quelqu'un qui nous raconte quelque chose qu'il fait dans son pays, mais on lui dit on fait ça aussi ici. Donc ça va un petit peu savoir pourquoi c'est dans certains pays et pas dans d'autres. Qu'est-ce que nos colonisateurs nous ont donné de commun ou de différent? C'est la raison pour laquelle on ne sait pas encore sur quoi on va travailler. Bon, on a lancé des pistes sur, par exemple, les femmes qui ont promu, qui ont défendu leur communauté notamment pour pouvoir sortir de l'esclavage. Moi, quand je suis allée pour la fête de la Barbade, j'ai trouvé un certain nombre de héros que je ne connaissais pas. C'était un travail de recherche de la Bibliothèque nationale de la Barbade et qui avait été mis en œuvre le jour de la fête nationale de la Barbade. Par exemple, on connaît un certain nombre de gens dont on parle beaucoup, on connaît juste le nom, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui s'est passé lors des révoltes des esclaves dans les pays de la Caraïbe? Parce qu'on a un certain nombre de travaux qui ont déjà été faits et qu'on pourrait utiliser pour pouvoir faire quelque chose, soit sous forme d'exposition ou autre. Donc, comme on n'est pour l'instant que 3, je lance un appel aux gens qui seraient peut-être intéressés pour pouvoir nourrir la petite équipe. Parce que c'est vrai, pour le travail de recherche, c'est nous aussi dans les chercheurs, ça pense quand même de s'impliquer dans les travaux. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la commission Une présentation très détaillée d'études et recherches. Je vous en fais un peu moins détaillée de coopération de la commission coopération. Alors, je ne veux pas évidemment reprendre les termes puisque Julien a déjà pas mal présenté cette commission qui effectivement
principalement sur le maintien des liens avec les amis pour construire et conforter un réseau. Donc, ça c'était la définition, l'objectif du départ, et comme Julien l'a expliqué tout à l'heure, cette idée s'est quand même bien concrétisée parce que nous avons mis en place Carré Horizon, et qui est au départ le pied de notre réseau culturel initiateur. Donc, la commission de coopération, évidemment, c'est une commission qui est au cœur un petit peu de beaucoup de projets, mais il y a une complémentarité avec toutes les autres commissions. En fait, si la commission de coopération travaille sur un échange avec Sainte-Lucie, par exemple, comme on a fait dans le passé, on a fait avec Montserrat, on a fait avec Sainte-Lucie, la Belgique, Trinidad, beaucoup avec les échanges qu'on avait avec les universités des West Indies. Donc il y a toujours une partie recherche, une partie un peu approfondir un petit peu, et ça, on ne peut pas faire sans la commission culture et études et recherche. De la même façon que la commission solidarité est aussi intimement liée à la commission coopération, et on le verra dans les projets qu'on va mettre en place nous, cette année, un échange, enfin pas vraiment une conférence, pour savoir à quel moment un projet de solidarité, par exemple, devient un projet de coopération. Quel est le lien entre coopération et solidarité? Et de même que si toutes nos commissions, si tous nos projets ne sont pas communiqués par la commission de Kadine Sabrina, il n'y en aura personne à nos échanges, à nos manifestations. Donc, toutes ces commissions qui ont des objectifs à titrer sont quand même des commissions qui sont obligées de travailler et de collaborer ensemble. C'est à travers une commission voyage, Dominique, bien. Et cette année, la commission voyage, qui est animée par Dominique Messier, nous avons organisé un voyage au Sénégal. Donc, brièvement nous parler de ce voyage au Sénégal. Alors, nous étions 35 au départ, et en fait, ce voyage-là se passait dans le cadre des 170 ans de l'abolition de l'esclavage, et 20 ans après la cause de la France du cas à Beauvais. Voilà, donc nous avons parcouru en fait, le Sénégal, Dakar, nous avons découvert le monument de la reconnaissance africaine, qui a beaucoup marqué les institutions, parce que c'est un monument qui a été inauguré en 2010. Un monument qui a été inauguré en 2010 et qui est chargé d'histoire et qui vient pour nous en complémentarité avec Beauvais. Et voilà, donc nous avions eu le récords de ce voyage le samedi 10 novembre. Malheureusement, le mauvais temps a empêché certains de se déplacer, mais les personnes qui étaient présentes ont beaucoup apprécié ce moment. Je regarde Josette et voilà, un échange très riche où les gens ont pu faire part aux autres de leurs émotions, de leur vécu, des attendus, des ressentis, et globalement un moment qui s'est très bien passé. Voilà. Et c'est vrai que ce voyage au Sénégal nous a permis de renouer avec nos voyageurs coréens par rapport à un voyage précédent qui avait été annulé. Donc voilà, on est reparti dans ce même esprit de voyage, culture, pas un voyage shopping, des voyages culture qui nous caractérisent. Et là, on va réfléchir éventuellement à un prochain voyage, alors on va dire un peu long voyage, mais dans l'immédiat, on va travailler sur des voyages, des petits voyages au sein de la Caraïbe. Parce que l'important aussi pour nous, c'est de faire découvrir à nos sympathisants, à nos adhérents, ce qui se trouve autour, et ça, on peut le faire dans un voyage. Un week-end prolongé, par exemple, on a le temps de faire ce genre de choses. Alors, nous avons un projet cette année qui, le Carifesta, comme le président l'a annoncé, se déroulera à Trinidad. Donc, nous avons un projet de voyage à Trinidad, un peu sur la période du Carifesta.
là, le voyage est en étude et on ne sait pas, à la commission, le conseil d'administration ne s'est pas prononcé, mais c'est juste une proposition. Déjà fait, c'est validé. La LIAC étant, on attend des prix, des conditions, on les transmettra dès que possible. Alors, l'avantage de ce voyage à Trinidad pendant la période du Carifesta, ça permettra aux voyageurs de découvrir tout ce que la Caraïbe fait de mieux en matière d'art. Quel que soit le genre, la culture, musique, cinéma, théâtre, culinaire, fashion, art plastique, etc. Ça permet vraiment de découvrir ce que la Caraïbe a de meilleur, mais en même temps, ça permet de découvrir le pays qui reçoit, encore plus le pays qui reçoit le Carifesta. Et là, c'est la Trinidad. Donc, on aura évidemment beaucoup plus d'artistes trinidadiens qui seront sur les scènes, en tout cas pour la musique, que pour les autres pays. Parce que c'est quand même un voyage un déplacement par délégation qui revient à cher. Et c'est pour ça que, comme c'est le CARICOM qui l'organise, le CARICOM attribue une somme donc aux pays organisateurs et les autres pays du CARICOM essaient d'obtenir aussi des subventions pour pouvoir emmener leur délégation. Donc ce sera un bon moyen de vivre la coopération, mais en même temps meilleur voilà. Du 16 au 25 août. Voilà. Donc on continue parmi les... Tout comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la commission coopération, on note aussi cette espèce de baisse de participation. Chaque association a ses objectifs et son train de vie, si je veux dire, à mener, et quelquefois on n'arrive pas toujours à se réunir. Mais on a quand même une manifestation qui nous permet de nous réunir au-delà de la Caraïbe, qui est la journée des communautés qu'on n'a pas pu avoir cette année pour des raisons thématiques, mais qui nous permettent là de nous retrouver, mais l'objectif en tout cas, c'est d'avoir toutes les communications, toutes les communautés vivantes en Guadeloupe dans un même lieu, qu'on puisse échanger sur tout ce qui peut être nos richesses, nos différences et nos ressemblances. Donc aussi, on doit entretenir le réseau caribéen. Donc Julien, tu dois en parler tout à l'heure avec Caribe Horizon, qui est vraiment une idée qui s'est concrétisée et de ce truc concret va déboucher beaucoup de projets, on espère. Et la coopération doit promouvoir aussi la formation des adhérents. C'est pour ça que dans nos activités de 2019, nous avons une série de formations qui sont prévues, dont un séminaire sur le management de projet, un séminaire sur coopération et solidarité. Et étant donné que, comme Julien l'a dit tout à l'heure, que la Guadeloupe va être membre associé de l'OSCS, il va falloir qu'on puisse expliquer aux Guadeloupéens, à tous ceux qui vivent en Guadeloupe, ce que c'est l'OSCS, etc., les enjeux, les objectifs. Donc on va organiser aussi des séries de formations sur ce genre de choses. On va passer à la commission solidarité. Catherine, est-ce que quelqu'un C'est le 40e anniversaire de l'indépendance de Sainte-Lucie au mois de février, le 22 février 2019 exactement, où la présidente de Caribe Horizon et le président du Florida se rendront en délégation pour représenter la Guadeloupe. Voilà, Catherine, c'est à toi. Donc, je suis la responsable de cette commission. Je cherche une deuxième Catherine pour faire Catherine de Catherine. Ce serait bienvenu. Donc, en fait, suite à... Je vais revenir un peu sur les anciens projets, parce qu'il y a encore des projets en cours, mais dû à Mathieu, qui a eu lieu en octobre 2016. Donc, nous avons fait plusieurs visites en Haïti, notamment l'année dernière et cette année également. Nous avons aidé beaucoup de groupes d'agriculteurs suite à Mathieu pour pouvoir reprendre leur activité.
que c'est vrai que la solidarité, malheureusement, elle entre en jeu suite à des problèmes climatiques, voilà, des catastrophes. Donc, à la limite, j'aurais bien aimé que la commission ne fonctionne pas du tout, ça aurait été très bien pour la Caraïbe. Et en fait, nous, l'objectif, c'est vraiment d'aider la reprise de l'activité. Il est hors de question qu'on leur donne à manger, on va dire. C'est vraiment l'objectif, c'est que l'activité économique de l'île ou du pays touché puisse retrouver très rapidement son autonomie. Donc c'est vraiment dans ça qu'on axe nos actions à chaque fois. Donc il y a eu, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'agriculteurs qui ont répondu présent. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a eu des retours sur place. Donc on a aidé à acheter des outils, des semences, etc. pour qu'ils puissent vraiment retrouver rapidement. Et on va dire d'une catastrophe en Haïti, il y a eu quand même quelque chose de positif, c'est qu'ils ont appris à travailler en groupe, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc il y a eu plusieurs groupements, donc là il y en a eu 26 qui ont été créés, donc maintenant ils savent travailler en groupement. Là, alors j'ai mis que vous puissiez savoir un peu les sommes que nous avons à traiter au niveau de la solidarité. Vous verrez d'où vient tout ce budget à la fin de la présentation. Donc par exemple, pour cette étape, nous avons eu un budget de 22 000 € qui a été utilisé. Donc ensuite, les premières récoltes d'ignames, mais il n'y a pas eu que les ignames, il y a eu aussi des pois, il y a eu aussi, donc vous voyez là le jardin communautaire avec plusieurs d'entre eux, il y a eu aussi les haricots noirs, etc. Donc ça a été vraiment une idée de diversification des cultures, de ne plus rester que dans l'igname, etc. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a émergé suite à Mathieu. Donc le président s'est rendu sur place en août 2018 avec une délégation, je crois qu'il y a eu qui était là aussi. Donc, il n'était pas là. Donc, il y a eu Dominique Hubert, la vice-présidente et le président qui était sur place. Parce qu'en fait, à chaque fois, lorsqu'on aide, on aime bien après aller sur place pour vérifier ce qui a été fait avec l'argent. Voilà, avec l'argent du Coréca, avec l'argent que nous avons eu. C'est vraiment la transparence du Coréca, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après des années, le Coréca a ce succès, c'est justement la transparence de l'utilisation de l'argent. Donc on va toujours sur place vérifier et on fait toujours en sorte d'avoir des personnes de confiance avec qui nous travaillons. Dans chaque île, nous devons faire des interventions. Donc, du coup, ce que j'appelle la continuité du projet, c'est pour ça qu'en fait je vous en parle aujourd'hui. Donc, suite à Mathieu de 2016, aujourd'hui, suite à la visite de Dominique et Julien sur place, le CR a décidé une rallonge de 10 000 € pour créer d'autres groupements sur le même modèle. Donc, il faut savoir que non seulement ils vont continuer à travailler en groupement sur la diversification, mais en plus, ils seront formés parce qu'il y a des ingénieurs agronomes qui suivent ce projet de près. Donc, c'est vraiment, on va dire, d'une catastrophe. Ils ont vraiment appris à travailler différemment et à mutualiser leurs efforts. Donc, ça a vraiment été un projet très intéressant dans cette optique-là. Et après, il y a bien sûr en projet 2019, il y a un projet d'échange d'étudiants qui sera mis en place avec le lycée agricole de la Guadeloupe pour qu'ils puissent échanger leurs techniques au niveau de l'agriculture. Donc, juste pour que vous puissiez savoir, nous avons reçu 20 000 € des habits et 15 000 € de la Seine-Samar et il nous reste encore 13 000 € pour ce projet. Catherine, c'est Cap Excellence, c'est pas les amis. Même si c'est le meilleur des amis, au président. C'est Cap Excellence. Catherine, je vais juste rajouter une petite chose par rapport à un petit complément. C'est que non seulement les échanges vont se développer, mais en même temps, les diplômes se développent en même temps parce qu'il y a eu une mise en place de diplômes en agro, voilà, qui regroupe tous les métiers de l'agriculture. Et quand on était là, Julien, le Coréca, on était parrain de la première mise de diplôme. Ils ont attendu des années pour l'avoir et cette année en 2018, ça a été la première mise de diplôme et dans tous les corps de métier de l'agriculture. Voilà. Merci, c'est très important d'ajouter ça. C'est vraiment là un projet qui nous a montré, on va dire entre guillemets, de quelque chose de négatif, le positif. C'est vraiment la solidarité à la coopération. Voilà, solidarité à la coopération. C'est vraiment un projet qui est jusqu'à présent, parce qu'après, il y aura encore des échanges après avec les étudiants guadeloupéens. Donc on essaye toujours un peu dans le même état d'esprit des autres commissions d'éveiller les jeunes.
comme voilà, on essaye à chaque fois d'intégrer les jeunes dans les projets pour qu'après cette conscience de coopération régionale au niveau de la Caraïbe puisse vraiment ancrer dans les esprits. C'est vraiment ça l'idée. Donc, après, bon, vous avez entendu malheureusement parler de tout ce qui s'est passé suite à Irma et Maria. Donc là, j'ai mis en gros quelques images clés parce que ça a été vraiment une grosse année en 2017. Je suis heureuse que 2018 se termine et qu'on n'ait pas eu, sans avoir eu toute cette gestion-là de Irma et Maria. Non, mais la vie est Hier, c'est terminé hier. Oui, voilà. Donc la saison est cyclonique et officiellement terminée hier. Pour le moment, toujours du bois. Oui, Terre de Bas, que ce soit Saint-Martin, que ce soit la Dominique, vraiment qu'on puisse aider et la Guadeloupe et la Caraïbe. Donc ici, il y a eu un projet, donc du coup, nous avons fait plusieurs groupes de travail. Donc il y a eu un projet sur les Saintes à Terre de Bas, nous avons aidé les agriculteurs. Donc nous avons acheté des tronçonneuses, des matériaux de clôture, il y avait un souci pour pouvoir reprendre l'activité. C'est toujours le même état d'esprit pour reprendre rapidement l'activité. Donc nous avons utilisé les 15 000 euros. Sur les 15 000 euros prévus, nous avons utilisé que 3 500 euros. Donc ça a été un projet qui ne nous a pas beaucoup coûté. Donc c'était très bien parce qu'il faut savoir que le Coreca, oui, très important, nous avons plusieurs comptes dédiés. Pour chaque action, nous avons un compte précis. D'ailleurs, la trésorière pourra vous rassurer à ce niveau-là. Donc en fait, pour chaque projet, nous avons un compte différent. Donc, pour avoir une traçabilité de tous les dons qui sont arrivés, où ça a été, etc., nous avons vraiment divisé tous les comptes par rapport au lieu d'action. Donc, il y a eu Terre de Bas, il y a eu également la Dominique. Donc, en Dominique, il y a eu un gros projet où là, il y a eu 2 gros groupements d'agriculteurs à Rosalie et à la Park. Donc, pareil, c'était l'objectif de nettoyer rapidement les parcelles, de leur permettre de retrouver l'activité très rapidement. Une fois qu'ils ont nettoyé les parcelles, étant donné que c'est leur principale source de revenus, c'est leur donner les outils pour pouvoir continuer à retrouver rapidement tout ce qu'ils récoltent, voilà, la nourriture. Donc pour cela, nous avons signé un partenariat tripartite. Donc sur la photo, vous voyez notre président, Julien Mérillon, Ezra Winston, qui est le représentant des agriculteurs au niveau des 2 groupements d'agriculture de la Dominique. Donc il faut savoir qu'on travaille avec toujours des traçabilités. Donc une convention a été signée, c'est vraiment pour clarifier les choses, pour dire pourquoi on fait, dans quelle mesure on peut aider et jusqu'à où on peut aider. Puisqu'on reste toujours dans des tailles de projets que le Coreca peut gérer. On ne va pas pouvoir se substituer par exemple au gouvernement dominicain. Donc souvent on s'appuie sur le gouvernement dominicain, on dit bon voilà, on prend telle partie du projet, voilà, à taille coréquienne. Erika, voilà, c'était Erika. Donc parce que pareil, les enfants pour nous, il faut vraiment que l'éducation, la reprise de l'activité d'un pays lorsqu'il est complètement détruit, c'est le retour à l'école pour reprendre les activités. Donc souvent, on préfère travailler dans la réhabilitation des écoles. Donc en Dominique, nous avons choisi les écoles nous ont choisi plus ou moins, puisque le ministère de l'Éducation de la Dominique nous a appelé concernant l'école de Clifton, la Capucine. Donc sachez que c'est un projet où on avait la deadline de la rentrée scolaire. L'école a pu être complètement reconstruite pour la rentrée scolaire de septembre de cette année. Donc c'est un projet, les travaux ont été achevés, contrôlés par l'éducation, par le ministère de l'Éducation de la Dominique, et les élèves ont pu retourner dans leur école. Donc on a eu un budget de 50 000 euros qui a été utilisé complètement. Donc c'était juste pour vous montrer le avant-après, pour voir un peu comment c'était complètement détruit, et donc l'école une fois reconstruite pour les enfants. Donc, et la deuxième école, c'est l'école de Mort-de-Jeune qui est toujours en cours de construction. Donc la dernière fois qu'on les a eu, nous avons un relais avec Ezra Winston et d'autres personnes qui sont sur place, qui nous envoient les photos régulièrement. Donc si vous voulez avoir un suivi des projets, n'hésitez pas à venir après la réunion vers moi, on pourra vous faire. On ne peut pas tout mettre sur une présentation, vous pensez bien. Donc si vous voulez voir les photos d'évolution de projet, il n'y a pas de souci, avec plaisir je pourrais vous transférer tout ça par mail.
Donc là, en ce moment, c'est toujours en construction. Alors, il faut savoir que l'architecte du gouvernement, parce qu'il y a toujours des architectes pour les deux écoles d'ailleurs, pour que les écoles puissent être reconstruites aux normes, pour qu'on ne puisse pas avoir encore voilà. Donc, il y a un architecte qui a été diligenté par le gouvernement dominicain. Et donc là, en ce moment, l'entrepreneur doit recommencer une partie de ses travaux qui malheureusement n'est pas aux normes. Donc il a refaire une partie. Donc c'est pour vous montrer que tout est vraiment bien suivi voilà, sur ce projet. Enfin, cette mutualité, je dirais, cette mutuelle plus ou moins, a versé un montant de 11 000 €. Et ils sont tous de la métropole. Et ils ont voulu voir sur place les travaux qui ont été effectués. Effectivement, j'ai été ravie. Il y avait le ministre de l'Éducation nationale, il y avait la directrice, enfin, je dirais, la principale de l'école qui était présente ce jour-là. Et en même temps, c'était la fête de la Dominique, la fête de l'indépendance, effectivement. Alors, nous avons été reçus avec les élèves, leurs parents, les professeurs, le ministère. Alors, c'était vraiment une grande fête ce jour-là. Et eux, sur place, ils ont pu voir ce qui a été fait. Et eux, les métropolitains, ils étaient très ravis de voir que leur argent a servi à quelque chose. Et nous sommes retournés aussi avec eux aussi, après voilà. Parce qu'on a fait du tourisme. Mais c'est vrai que c'était une très très belle action et que la Dominique a beaucoup apprécié. Et la principale nous a confirmé qu'au 1er janvier, la rentrée sera effective. Voilà. Le Crédit Agricole nous avait donné un don de 100 000 € qui a été complètement utilisé. Et cette semaine, nous avons eu un appel du Crédit Agricole. Donc, ils ont fait une collecte. Comment c'est Avec l'ensemble des réseaux du Crédit Agricole. Voilà, avec l'ensemble des réseaux du Crédit Agricole. Et ils ont récolté à nouveau 60 000 €. Donc, nous aurons encore un versement de 60 000 € cette semaine. Et comme pour la MGEN, ils veulent se rendre sur place pour vérifier l'utilisation des fonds avant la fin de l'année. Donc il y aura une délégation du Crédit Agricole qui voudra se rendre là-bas pour pouvoir voir l'utilisation, puisque bon là ça fait quand même 160 000 €, pour voir l'utilisation de leurs dons. Donc voilà, donc c'est vraiment dans la transparence que nous utilisons avec les factures, avec le ministère de l'Éducation. Donc c'est vraiment toute transparence que nous établissons nos factures. Et puis, donc, alors, au niveau des perspectives, donc sachez que là les projets sont toujours en cours, donc on va finaliser tous les projets. Donc l'accompagnement de la délégation, Annie vient de vous en parler. Nous continuons toujours à les échanges avec Beaumont parce que bien sûr nous voulons voir quand même concrétiser les nouveaux groupements, leur formation, etc. Et aussi, alors nous avons de la même façon Dominique, donc je pense qu'avec la commission, vous voyez, c'est très bien de faire des réunions comme ça, intercommission, parce qu'en fait il y a des formations que nous voulons mettre en place en 2019 et j'ai entendu Dominique parler pratiquement de 2 formations identiques, donc je pense que nous allons mutualiser ces formations et donc en fait sur la gestion de risque, les premiers secours, il y a aussi les montages de dossiers de financement, etc. Donc nous allons mettre ça en place pour tous les membres des commissions, que ce soit des 3 commissions. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Catherine. Donc Catherine a pu nous montrer en fait les fruits de la solidarité, ça se passe ici ou à la Dominique. Donc ça veut dire que nos efforts à cette voilà. Donc ça veut dire que tous nos efforts en fait, ne sont pas à vain. Bien, je vais passer la parole à la dernière commission qui a été créée. C'est pas une commission. C'est pas une commission, c'est un groupe de travail. Et je vais être très rapide. D'accord, vous aurez le cadre principal, Luc Labossier, un diaporama. Voilà, donc moi je suis responsable de la commission communication du CORECA. Nous existons depuis un peu plus d'1 an à peu près. Donc nos réalisations pour l'heure, je pense que certains d'entre vous l'ont reçu, c'est une newsletter qui normalement devrait paraître tous les trimestres, mais bon, là on a... Il y a des informations, mais c'est vrai qu'on a, voilà, c'est la main d'œuvre et puis au fur et à mesure les choses prendront et on sera vraiment beaucoup plus régulier en 2019. Donc au niveau de la communication, il y a la page Facebook aussi, qui est animé par M. Josué Blanchard et par le président également.
Et nous essayons aussi de mettre de l'actualité très régulièrement pour que la page puisse rester bien active et vivante. Alors, perspective 2019, création d'un site internet du CORECA. Voilà. On en parlait. Voilà, je suis arrivée au bon moment. Voilà, donc création d'un site internet du CORECA avec peut-être aussi la possibilité de pouvoir renouveler vos adhésions en ligne, on va voir, et vous aurez des informations sur la Caraïbe, des informations, diverses et variées que vous pourrez trouver aussi sur le Facebook, mais que vous allez trouver aussi sur le site internet du CORECA. Alors, nous avons l'année dernière créé, créé la carte d'adhésion du CORECA. Si vous n'avez pas votre carte d'adhésion, vous n'êtes pas dans le move. Donc tout le monde doit avoir sa carte d'adhésion du CORECA. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut aussi faire bénéficier aux adhérents de tarifs un petit peu préférentiels pour... Comment? Ben oui. Pour certains événements. Voilà, comme vous aurez votre carte, notamment par exemple pour la journée des communautés. Voilà, il y aura un tarif spécial adhérent avec carte, je vais déjà préciser. Donc voilà, communication, donc newsletter. Pour toutes les personnes qui ont inscrit leur nom, leur adresse mail, donc vous recevrez la nouvelle newsletter qui paraîtra début 2019 avec les mots du président. Le site internet devrait être ouvert en septembre 2019.